La pluie s'abattait sur le terrain de football, transformant l'herbe en une boue épaisse qui collait aux crampons. Julien, 17 ans, sentait son cœur battre à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais à cause des regards hostiles braqués sur lui. « PD !» cria une voix anonyme depuis les gradins, tranchante comme une lame. Il s'arrêta net, le ballon roulant loin de lui, et tourna la tête vers la foule. Les visages flous sous les parapluies semblaient fusionner en une masse indistincte de mépris. Julien, nouveau dans ce lycée de province, n'avait pas choisi d'être au centre de l'attention, mais son arrivée à Saint-Éloi, une petite ville nichée dans les collines verdoyantes du sud de la France, avait déclenché une tempête qu'il n'avait pas vu venir. Il venait de Paris, une ville où il pouvait être lui-même sans trop craindre les jugements, où les rues vibraient d'une diversité qu'il avait toujours assurée. Mais ici, à Saint-Éloi, tout était différent. Les murmures avaient commencé dès son premier jour, quand il avait osé porter une écharpe aux couleurs de l'arc-en-ciel. « Regarde ce mec, il se prend pour qui ?» avait sifflé un garçon en le croisant dans le couloir. Julien avait ignoré les remarques, comme il avait appris à force de coups durs. Mais aujourd'hui, sur ce terrain boueux, les mots étaient devenus des armes. Il ramassa le ballon, ses mains tremblantes de colère et de peur. Il n'avait jamais voulu que le football, son refuge depuis l'enfance, devienne un champ de bataille. À Paris, il était un ailier redoutable, connu pour sa vitesse et sa précision. Mais ici, ses coéquipiers le regardaient avec suspicion, comme s'il portait une maladie contagieuse. L'entraîneur, un homme trapu nommé M. Garnier, lui avait donné une chance de prouver sa valeur lors de ce match d'entraînement. « Montre-moi ce que tu vaux, gamin », avait-il grogné, sans un sourire. Julien inspira profondément, ses poumons brûlants sous l'air humide. Il dribbla un adversaire, puis un autre, ses mouvements fluides contrastant avec la lourdeur de l'atmosphère. Chaque pas était une rébellion, chaque but marquait une réponse muette à ceux qui voulaient le voir tomber. Mais alors qu'il s'approchait du but, un tacle brutal le fit chuter. La douleur explosa dans sa cheville, et les rires moqueurs éclatèrent dans les gradins. « Lève-toi, pédale !» lança une voix aiguë. Julien serra les dents, refusant de leur donner la satisfaction de le voir craquer. Il se releva, boitant légèrement, et croisa le regard d'une fille assise au premier rang. Elle avait des cheveux courtins en bleu, un piercing au nez, et une pancarte improvisée sur laquelle était écrit « L'amour n'a pas de genre ». Elle lui fit un clin d'œil, un sourire audacieux aux lèvres. Julien ne la connaissait pas, mais ce geste, aussi simple soit-il, lui donna la force de continuer. Elle s'appelait Amélie, 16 ans, une rebelle au grand cœur, née à Saint-Éloi d'une mère française et d'un père vietnamien. Elle n'avait jamais eu peur de dire ce qu'elle pensait, même si cela lui valait des ennuis. Quand elle avait entendu parler du nouveau gay, qui faisait jaser tout le lycée, elle avait décidé qu'elle ne resterait pas les bras croisés. Amélie connaissait trop bien le poids des regards, elle qui avait grandi en entendant des remarques sur ses origines ou son style excentrique. Elle avait vu Julien sur le terrain, seul contre tous, et avait décidé qu'il méritait un allié. Le match reprit, et Julien marqua un but spectaculaire, faisant taire les moqueries pendant un instant. Mais à la fin de la rencontre, alors qu'il quittait le terrain, un groupe de garçons l'attendait près des vestiaires. Le meneur, un colosse nommé Lucas, le poussa violemment contre un mur. « T'as rien à faire ici, tapette !» cracha-t-il, son souffle chaud sur le visage de Julien. Les autres riaient, certains mal à l'aise, mais aucun n'intervint. Julien sentit la panique monter, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix perça l'attention. « Lâche-le, Lucas, ou je te fais bouffer ta propre langue. » Amélie se tenait là, les poings serrés, son regard brûlant de défi. Lucas ricana, mais quelque chose dans l'assurance d'Amélie le fit hésiter. Il recula, marmonnant une insulte, et entraîna son groupe avec lui. Julien s'adossa au mur, le souffle court. « Merci » murmura-t-il, encore secoué. Amélie haussa les épaules, un sourire en coin. « Pas de quoi. Ces idiots ne savent pas à qui ils ont affaire. » Elle tendit la main. Amélie, enchantée. « Et toi, t'es Julien, le mec qui va leur montrer qu'ils ont tort, pas vrai ?» Ce soir-là, sous la pluie qui continuait de tomber, une amitié naquit. Julien ne le savait pas encore, mais cette rencontre marquerait le début d'un combat plus grand que lui, un combat pour sa place dans ce monde hostile où le terrain de football deviendrait son champ de victoire. Les jours suivants, Julien marcha dans les couloirs du lycée comme s'il portait une armure invisible. Chaque regard, chaque chuchotement, était une flèche qu'il apprenait à esquiver. Mais l'incident près des vestiaires avait laissé une marque, un mélange de peur et de détermination qui le suivait partout. Amélie devint son ombre, ou plutôt sa lumière. Elle avait une énergie débordante, une façon de transformer chaque moment en une petite révolte contre l'injustice. « Ignore-les », lui dit-elle un matin, alors qu'il partageait un café brûlant dans la cour.
Ils aboient parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, Julien hocha la tête. Mais au fond, il se demandait combien de temps il pourrait tenir. Le lycée de Saint-Éloi était un microcosme de la ville, traditionnaliste, fermé, où les différences étaient tolérées tant qu'elles restaient invisibles. Julien, avec son allure parisienne et son orientation assumée, était une provocation ambulante. Les professeurs, bien qu'officiellement neutres, semblaient souvent détourner les yeux face aux provocations. Seul M. Garnier, l'entraîneur, semblait voir en Julien autre chose qu'un paria. « Tu joues bien, gamin », lui avait-il dit après un entraînement. « Mais si tu veux une place dans l'équipe, va falloir te battre. Pas seulement sur le terrain. » Julien comprit vite ce qu'il voulait dire. Les entraînements devinrent un calvaire. Lucas et ses acolytes, tous membres de l'équipe, transformaient chaque passe en une occasion de le bousculer, chaque contact en un défi physique. « T'as peur de te salir les mains, PD ?» lança Lucas un jour, après un tacle qui laissa une longue éraflure sur le mollet de Julien. Ce dernier se releva sans un mot, mais ses yeux brûlaient d'une rage contenue. Amélie, fidèle à elle-même, ne se contentait pas de regarder. Elle s'était mise à assister à chaque entraînement, assise dans les gradins avec sa pancarte arc-en-ciel. Parfois, elle criait des encouragements à Julien, ce qui lui valait des regards noirs des autres joueurs. « Tu vas te faire des ennemis », lui murmura Julien un jour, alors qu'ils rentraient ensemble sous un crépuscule rougeoyant. « J'en ai déjà », répondit-elle avec un rire. Et puis, quelqu'un doit bien leur rappeler qu'ils ne sont pas les rois du monde. Un soir, après un entraînement particulièrement brutal, Julien trouva un mot glissé dans son sac. « Rentre chez toi, tapette ». Les lettres, écrites en rouge, semblaient trembler sous ses yeux. Il sentit une vague de désespoir l'envahir, mais Amélie, qui l'avait rejoint, arracha le papier de ses mains. « Ils veulent te faire craquer », dit-elle, déchirant le mot en 1000 morceaux. « Ne leur donne pas ce plaisir. » Ce fut ce soir-là que Julien lui raconta tout. Assis sur un banc près de la rivière qui traversait Saint-Éloi, il parla de Paris, de son coming out à 14 ans, des amis qu'il avait soutenus, et de ses parents, qui avaient mis du temps à accepter mais qu'il aimait malgré tout. « Ici, j'ai l'impression de devoir me cacher à nouveau », avoua-t-il, la voix brisée. Amélie l'écouta en silence, puis posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Julien. Et tu n'as pas à te cacher. Pas avec moi. » Le lendemain, un événement inattendu bouleversa la dynamique du lycée. Une professeure de littérature, Madame Dubois, une femme d'une cinquantaine d'années à l'allure stricte mais au regard bienveillant, annonça un projet de classe sur la diversité et l'inclusion. « Nous allons écrire des histoires », déclara-t-elle, « des histoires sur ce que signifie être soi dans un monde qui ne vous accepte pas toujours. » Julien sentit tous les regards se tourner vers lui. Certains étaient curieux, d'autres hostiles. Mais pour la première fois, il se sentit vu, non pas comme une cible, mais comme une personne. Amélie, bien sûr, saisit l'occasion. « On va écrire quelque chose qui va leur clouer le bec », murmura-t-elle à Julien en classe. Ils décidèrent de collaborer sur une nouvelle, une histoire fictive mais ancrée dans leur réalité. Celle d'un jeune garçon qui trouve sa force dans un monde qui veut le briser. Pendant des heures, ils écrivirent, rirent et parfois pleurèrent, transformant leur douleur en mots. Ce projet devint leur refuge, un espace où ils pouvaient être eux-mêmes sans crainte. Mais la paix fut de courte durée. Lors d'un match amical contre un lycée voisin, Lucas et ses amis passèrent à l'action. Alors que Julien marquait un but décisif, un projectile, une bouteille en plastique, s'écrasa près de lui, accompagné d'insultes. La foule, composée de supporters des deux équipes, resta silencieuse, choquée. Julien, immobile, sentit le poids du monde sur ses épaules. Mais alors, Amélie bondit des gradins, criant « Vous avez peur d'un mec qui joue mieux que vous ? Bande de lâches !» Sa voix résonna, et quelque chose changea. Quelques élèves, timidement, se mirent à applaudir Julien. Pas beaucoup, mais assez pour que Lucas, pour la première fois, semble déstabilisé. Julien, le cœur battant, ramassa le ballon et reprit le jeu, plus déterminé que jamais. Le vent d'automne charriait une odeur de feuilles mortes et de tension. Julien, désormais habitué aux regards assassins, s'entraînait avec une intensité presque fébrile. Chaque but qu'il marquait était une déclaration. Il ne partirait pas, il ne se cacherait pas. Amélie, fidèle à ses habitudes, était là, toujours avec sa pancarte, mais aussi avec un nouvel allié, Théo, un garçon discret de leur classe, passionné de photographie. Théo, 16 ans, français, avait les cheveux blonds en bataille et une timidité qui cachait un cœur généreux. Il avait approché Julien et Amélie après avoir lu leurs nouvelles pour le projet de Madame Dubois. « Vous avez du courage », leur avait-il dit, les joues rosies par l'émotion. « Je veux aider. » Théo proposa de documenter leur histoire à travers des photos, capturant des moments bruts. Julien sur le terrain, dribblant sous la pluie,
Amélie brandissant sa pancarte avec défi, les regards furtifs des autres élèves, partagés entre méfiance et curiosité. Si on montre qui vous êtes vraiment, peut-être qu'ils comprendront, expliqua-t-il. Julien était sceptique, mais Amélie, avec son optimisme inébranlable, accepta immédiatement. Leur projet prit une ampleur inattendue. Les photos de Théo, exposées dans le couloir du lycée, attirèrent l'attention. Certaines montraient Julien dans des moments de triomphe, d'autres dans des instants de vulnérabilité, comme lorsqu'il ramassait ses affaires après un entraînement, le visage marqué par la fatigue. Les clichés d'Amélie, avec son regard perçant et son sourire provocateur, semblaient défier quiconque osait juger. Les réactions furent mitigées. Certains élèves murmurèrent leur admiration, d'autres déchirèrent les photos en cachette. Lucas, bien sûr, ne laissa pas passer l'occasion. Un après-midi, il coinça Théo près de la salle de sciences, le menaçant de casser son appareil. « T'es de leur côté, maintenant » grogna-t-il. Théo, tremblant mais résolu, répondit « Je suis du côté de la vérité ». Lucas leva le poing, mais un professeur passa à ce moment-là, interrompant l'altercation. Cet incident marqua un tournant. D'autres élèves commencèrent à se joindre à Julien, Amélie et Théo, formant un petit groupe hétéroclite. Il y avait Clara, une fille de terminale, française, qui voulait devenir avocate et défendait farouchement l'égalité. Et Malik, un garçon d'origine algérienne, passionné de musique, qui avait lui-même grandi en se sentant différent. Ensemble, ils formèrent une sorte de résistance silencieuse, un rempart contre la haine. Sur le terrain, Julien continuait de briller. Lors d'un match crucial contre une équipe régionale, il marqua 3 buts, sous les acclamations d'une foule de plus en plus acquise à sa cause. Même M. Garnier, d'ordinaire avare de compliments, lui tapa sur l'épaule. « Tu joues comme si ta vie en dépendait », dit-il. Julien sourit, mais au fond, il savait que c'était presque vrai. Pourtant, la victoire sur le terrain ne suffisait pas. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, Julien fut suivi par un groupe masqué. Ils l'encerclèrent dans une ruelle sombre, leur voix étouffée par des écharpes. « On t'avait dit de partir », siffla l'un d'eux. Avant qu'il ne puisse réagir, un coup le fit tomber à genoux. La douleur explosa dans son flanc, mais il refusa de crier. Alors qu'un deuxième coup s'apprêtait à tomber, des phares illuminèrent la ruelle. Une voiture s'arrêta, et la voix d'Amélie retentit. « Touchez-le encore, et je vous jure que vous le regretterez. » Les agresseurs s'enfuirent, laissant Julien tremblant sur le pavé. Amélie sauta de la voiture, conduite par son grand frère, et l'aida à se relever. « T'es un aimant à problème, toi », plaisanta-t-elle, mais ses yeux brillaient d'inquiétude. Julien, encore sous le choc, murmura « Pourquoi tu fais tout ça pour moi ?» Amélie haussa les épaules. « Parce que t'es mon ami. Et parce que personne ne mérite d'être traité comme ça. » Cette nuit-là, Julien comprit qu'il n'était plus seul. Mais il savait aussi que la bataille était loin d'être terminée. Lucas et ses complices ne reculeraient pas si facilement, et la ville de Saint-Éloi, avec ses traditions ancrées, ne changerait pas en un jour. Pourtant, pour la première fois, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être que, ensemble, ils pourraient faire une différence. L'hiver arriva, apportant avec lui un froid mordant qui semblait refléter l'atmosphère du lycée. Julien, Amélie, Théo, Clara et Malik formaient désormais un noyau solide, une famille improbable unie par leur refus de se plier à la haine. Mais chaque pas en avant semblait provoquer une riposte. Un matin, les murs du lycée furent recouverts de graffitis insultants visant Julien. Les mots, écrits à la peinture rouge, étaient cruels, destinés à blesser. Le proviseur, un homme fatigué par des années de gestion de crise, promit une enquête, mais Julien savait que les coupables resteraient dans l'ombre. Amélie, furieuse, passa la journée à nettoyer les murs avec l'aide de leurs amis. « Ils veulent nous faire taire », dit-elle, les mains tachées de peinture. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Le projet de Madame Dubois avançait, et la nouvelle de Julien et Amélie fut choisie pour être lue lors d'une soirée culturelle organisée par le lycée. C'était une opportunité, mais aussi un risque. Julien hésitait, craignant que s'exposer ainsi ne fasse qu'attiser la colère de Lucas et de ses sbires. « On n'a pas écrit cette histoire pour la garder dans un tiroir », insista Amélie. « On l'a écrite pour qu'elle soit entendue. » La soirée arriva, et l'auditorium du lycée était bondé. Julien, nerveux, monta sur scène avec Amélie. Leur nouvelle racontait l'histoire d'un garçon fictif, Elias, qui surmontait le rejet grâce à l'amitié et à sa passion pour le sport. Chaque mot était un écho de leur propre vécu, et la voix de Julien tremblait légèrement en lisant. Mais à mesure qu'il parlait, il sentit la salle changer. Certains élèves, d'abord sceptiques, semblaient touchés. D'autres, comme Lucas, restaient de marbre, les bras croisés. À la fin, un silence lourd envahit la salle,
vite brisé par les applaudissements de Madame Dubois et de quelques spectateurs. Théo, dans un coin, captura le moment avec son appareil photo. Julien et Amélie, debout côte à côte, vulnérables mais invincibles. Ce fut un triomphe discret, mais un triomphe tout de même. Pourtant, la victoire fut de courte durée. Quelques jours plus tard, lors d'un entraînement, Lucas trouva une nouvelle façon de frapper. Il diffusa une rumeur selon laquelle Julien avait triché pour intégrer l'équipe, remettant en question ses performances. L'accusation, bien que fausse, trouva un écho auprès de certains coéquipiers jaloux. Julien, blessé, envisagea d'abandonner. « Ils veulent que je parte », confia-t-il à Amélie, les larmes aux yeux. « Peut-être qu'ils ont raison. » Amélie le saisit par les épaules. « Écoute-moi, Julien. Tu es meilleur qu'eux, sur le terrain et en dehors. S'ils te détestent, c'est parce que tu leur montres ce qu'ils ne seront jamais, courageux. » Ces mots, simples mais puissants, rallumèrent une flamme en lui. Le lendemain, Julien joua comme jamais. Lors d'un match contre une équipe rivale, il marqua un but d'anthologie, un tir en pleine lucarne qui laissa le public bouche bée. Même Lucas, pour la première fois, sembla impressionné. Monsieur Garnier, en bord de terrain, hocha la tête avec un rare sourire. « C'est ça, gamin. Continue comme ça. » Mais la tension ne disparaissait pas. Une nuit, Théo trouva son appareil photo vandalisé, les lentilles brisées. Le message était clair, leur combat dérangeait. Julien, Amélie et leurs amis décidèrent qu'il était temps de passer à l'action. Ils organisèrent une réunion secrète dans un café à l'écart de la ville, où ils élaborèrent un plan pour confronter Lucas et ses complices, non pas avec violence, mais avec vérité. Clara, avec ses connaissances en droit, proposa de signaler les actes de harcèlement aux proviseurs et aux autorités locales. Malik, avec son talent pour la musique, composa une chanson sur l'acceptation qu'il prévoyait de jouer lors de la prochaine fête du lycée. Théo, malgré la perte de son appareil, emprunta celui de son père pour continuer à documenter leur lutte. Et Julien, porté par leur énergie, décida qu'il ne se cacherait plus jamais. Leur plan prenait forme, mais le danger grandissait. Une rumeur circulait. Lucas préparait un coup d'éclat pour humilier Julien lors du grand match de fin de saison. Julien savait que ce serait son ultime épreuve, celle qui déterminerait s'il pouvait vraiment trouver sa place à Saint-Éloi. Le printemps pointait timidement à Saint-Éloi, les cerisiers en fleurs contrastant avec l'atmosphère tendue du lycée. Julien, désormais porté par ses amis, se préparait pour le grand match de fin de saison, une rencontre qui opposerait leur équipe à celle de la ville voisine, réputée pour son jeu agressif. Ce match était plus qu'une compétition. C'était une chance pour Julien de prouver, une fois pour toutes, qu'il méritait sa place. Amélie, Théo, Clara et Malik étaient devenus ses piliers. Chaque soir, ils se retrouvaient dans un vieux hangar abandonné qu'ils avaient transformé en QG. Là, entre des murs couverts de graffitis colorés, ils planifiaient leur contre-attaque. Clara avait rédigé une lettre officielle au proviseur, détaillant les actes de harcèlement subis par Julien et Théo. Malik répétait sa chanson, dont les paroles simples mais poignantes parlaient de liberté et d'authenticité. Théo, avec son nouvel appareil, capturait des moments de leur camaraderie, déterminés à montrer au monde leur résilience. Mais la menace de Lucas planait toujours. Des rumeurs circulaient. Il prévoyait d'humilier Julien devant tout le lycée pendant le match. Certains disaient qu'il avait convaincu des joueurs adverses de le cibler sur le terrain, d'autres qu'il avait préparé une « surprise » dans les vestiaires. Julien, bien que terrifié à l'idée de ce qui l'attendait, refusait de reculer. « S'ils veulent me briser, ils devront faire mieux que ça », déclara-t-il à Amélie, un soir où la lune éclairait le hangar. Le jour du match arriva, et le stade de Saint-Éloi était plein à craquer. Les gradins vibraient d'une énergie électrique, mélange d'excitation et de tension. Julien enfila son maillot, le numéro 7, et sentit le poids des regards sur lui. Amélie, dans les gradins, brandissait une nouvelle pancarte, « Julien imbattable ». Théo, appareil en main, se tenait prêt à capturer chaque instant. Clara et Malik, assis à ses côtés, scandaient des encouragements. Le match commença dans une intensité brutale. Les adversaires, comme prévu, visaient Julien à chaque occasion. Les tacles étaient rudes, les coups à peine déguisés. Mais Julien, galvanisé par la présence de ses amis, jouait avec une détermination féroce. À la mi-temps, il avait marqué un but, et l'équipe menait 1-0. Les gradins, divisés, grondaient d'émotions contradictoires. Pendant la pause, alors que Julien s'hydratait dans les vestiaires, Lucas s'approcha, un sourire narquois aux lèvres. « Profite bien, PD. Ça ne va pas durer. » Avant que Julien ne puisse répondre, Monsieur Garnier entra, le regard sévère. « Lucas, dehors. Maintenant. » Pour la première fois, l'entraîneur semblait avoir choisi son camp.
La deuxième mi-temps fut un véritable champ de bataille. Julien, malgré la fatigue, continuait de dribbler, de courir, de lutter. À 10 minutes de la fin, il intercepta une passe et s'élança vers le but. La foule retint son souffle. Mais alors qu'il s'apprêtait à tirer, un joueur adverse le faucha violemment. Un pénalty fut sifflé. Julien, le souffle court, se releva sous les huées d'une partie du public. Il se plaça face au gardien, le ballon sous le pied. Le silence était assourdissant. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, les insultes, les coups, la solitude. Puis il pensa à Amélie, à Théo, à Clara, à Malik. Il pensa à lui-même, à ce garçon qui refusait de plier. Il tira. Le ballon s'envola, imparable, dans le coin supérieur du filet. La foule explosa, partagée entre acclamations et murmures. Julien, épuisé, tomba à genoux, submergé par l'émotion. Amélie sauta des gradins, courant vers lui malgré les protestations des officiels. « T'es une légende !» cria-t-elle, le serrant dans ses bras. Théo captura l'instant, les larmes de Julien mêlées au sourire d'Amélie. Mais la victoire n'était pas encore complète. Après le match, alors que l'équipe fêtait la victoire, Lucas et ses amis tentèrent une dernière provocation. Ils avaient accroché une banderole insultante dans les vestiaires. Mais cette fois, ils furent surpris par M. Garnier et plusieurs professeurs, alertés par la lettre de Clara. Lucas, confronté à la preuve de ses actes, perdit son assurance. Une enquête disciplinaire fut ouverte et il fut suspendu de l'équipe. Ce soir-là, dans le hangar, Julien et ses amis célébrèrent. Malik joua sa chanson et pour la première fois, Julien chanta avec eux, sa voix tremblante mais libre. Il savait que le chemin serait encore long, mais ce moment, entouré de ceux qui l'acceptaient pour qui il était, valait toutes les batailles. La suspension de Lucas marqua un tournant, mais pas la fin des hostilités. Si certains élèves commencèrent à voir Julien différemment, d'autres restèrent campés dans leurs préjugés. Pourtant, quelque chose avait changé. Julien n'était plus seul, et sa présence, autrefois une provocation, devenait une inspiration. Amélie, toujours à l'avant-garde, proposa une idée audacieuse. Organiser une journée de sensibilisation au lycée, avec des ateliers sur la diversité et l'inclusion. On ne va pas juste se défendre, dit-elle, les yeux brillants. On va changer les mentalités. Clara, avec son pragmatisme, rédigea une proposition formelle pour le proviseur. Théo promit de créer une exposition photo pour l'occasion, tandis que Malik planifia une performance musicale. Julien, bien que réticent à l'idée de s'exposer davantage, accepta. « Si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir moins seule, ça vaut le coup », confia-t-il à Amélie. Ils travaillèrent sans relâche, transformant le hangar en un atelier bouillonnant d'idées. Les murs, autrefois couverts de graffitis anarchiques, se parèrent de slogans positifs « L'amour est universel »,« Sois toi-même »,« Ensemble, on est plus fort ». La journée de sensibilisation fut un succès mitigé. Certains élèves participèrent avec enthousiasme, touchés par les témoignages de Julien et de ses amis. D'autres, influencés par les anciens alliés de Lucas, boycottèrent l'événement ou lancèrent des remarques acerbes. Mais un moment marqua les esprits. Lorsque Malik monta sur scène pour chanter sa chanson, un silence respectueux envahit la cour. Sa voix, douce mais puissante, parlait de blessures et de résilience, et plusieurs élèves, même parmi les plus réticents, semblèrent émus. Julien, quant à lui, prit la parole pour la première fois devant tout le lycée. Sa voix tremblait au début, mais il gagna en assurance. « Je ne suis pas ici pour vous provoquer, » dit-il. « Je suis ici pour être moi. Et si ça dérange, c'est votre problème, pas le mien. » Un tonnerre d'applaudissements suivit, mené par Amélie et leurs amis. Même Madame Dubois, dans le fond, essuya une larme. Mais le combat n'était jamais loin. Quelques jours après l'événement, Julien reçut un message anonyme. « Tu crois que t'as gagné ?» On n'oubliera pas, il montra le message à Amélie, qui serra les dents. Ils essaient encore de t'intimider. Mais ils perdent du terrain, Julien. Regarde autour de toi, on est plus nombreux maintenant. Elle avait raison. Leur groupe s'était agrandi. Des élèves qu'ils ne connaissaient pas auparavant, comme Sophie, une fille timide passionnée de théâtre, ou Raphaël, un garçon discret qui jouait dans l'équipe de basket, commencèrent à les rejoindre. Sophie proposa de monter une pièce sur l'acceptation, tandis que Raphaël, qui avait lui-même souffert de moqueries pour son apparence, offrit son soutien sur le terrain. Sur le plan sportif, Julien continuait de s'imposer. Monsieur Garnier, impressionné par sa persévérance, le nomma capitaine pour les derniers matchs de la saison. Cette décision provoqua des murmures, mais Julien prouva sa valeur en menant l'équipe à plusieurs victoires. Même certains de ses anciens détracteurs, comme Pierre, un coéquipier autrefois proche de Lucas,
commencèrent à le respecter. « T'es pas si mal, en fait », marmonna Pierre un jour, maladroit mais sincère. Pourtant, Julien savait que la véritable victoire ne viendrait pas seulement du terrain. Il voulait que Saint-Éloi change, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui se sentaient rejetés. Avec Amélie et leurs amis, il lança une pétition pour créer un club officiel de soutien à la diversité au lycée. La pétition recueillit des centaines de signatures, un signe que les mentalités, lentement, évoluaient. Un soir, alors qu'il fêtait cette avancée dans le hangar, Julien prit Amélie à part. « Sans toi, je n'aurais jamais tenu », avoua-t-il, la voix pleine d'émotion. Amélie sourit, mais ses yeux brillaient de larmes. « On se bat ensemble, Julien. Et on va gagner. » Ce moment de complicité fut interrompu par une nouvelle alarmante. Lucas, bien que suspendu, avait été vu près du lycée, planifiant une nouvelle attaque. Julien sentit la peur revenir, mais cette fois, il n'était plus le garçon isolé du début. Il avait une équipe, une famille et une cause à défendre. L'été approchait, et avec lui la fin de l'année scolaire. Julien, désormais capitaine de l'équipe de football, sentait une énergie nouvelle l'envahir. Les victoires sur le terrain s'accumulaient, et son rôle de leader renforçait sa confiance. Mais la menace de Lucas, bien que diffuse, continuait de planer. Amélie et leurs amis décidèrent de rester vigilants. Clara, avec son sens de l'organisation, mit en place un système pour signaler tout comportement suspect au lycée. Théo, toujours armé de son appareil, documentait chaque événement, créant un journal visuel de leur combat. Malik, quant à lui, travaillait sur une nouvelle chanson qu'il espérait jouer lors de la fête de fin d'année. Un soir, alors que Julien s'entraînait seul sur le terrain, il fut abordé par Pierre, son ancien coéquipier devenu un allié hésitant. « Je voulais m'excuser », marmonna Pierre, évitant son regard. « J'ai suivi Lucas parce que c'était plus facile. Mais t'es un bon mec, Julien. Et un sacré joueur. » Julien, surpris, accepta les excuses. Ce moment, bien que maladroit, lui donna de l'espoir. Peut-être que certains cœurs pouvaient changer. La pièce de théâtre proposée par Sophie prit forme, une œuvre simple mais puissante sur un adolescent qui trouve sa place dans un monde hostile. Julien, bien que peu à l'aise sur scène, accepta un petit rôle, poussé par l'enthousiasme d'Amélie. La représentation, jouée dans la cour du lycée, attira une foule inattendue. Les applaudissements, bien que timides au début, devinrent chaleureux. Pour la première fois, Julien sentit que la majorité du lycée ne le voyait plus comme une menace, mais comme l'un des leurs. Pourtant, Lucas n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine avant la fête de fin d'année, Julien trouva son casier vandalisé, couvert de mots haineux. Cette fois, cependant, il ne fut pas seul à réagir. Des élèves qu'il ne connaissait pas aidèrent à nettoyer, et le proviseur, sous la pression de la pétition, annonça des mesures plus strictes contre le harcèlement. Le jour de la fête arriva, un mélange de musique, de rire et de tension. Malik monta sur scène, sa guitare à la main, et joua sa nouvelle chanson « Libre d'être moi ». Les paroles, inspirées par leur lutte, résonnèrent dans le cœur de nombreux élèves. Amélie, debout dans la foule, brandissait une pancarte arc-en-ciel, tandis que Théo capturait chaque instant. Mais alors que la fête battait son plein, Lucas fit son retour. Accompagné de quelques amis, il tenta de perturber l'événement en criant des insultes. Cette fois, cependant, la foule ne resta pas silencieuse. Des élèves, menés par Clara et Raphaël, firent barrage, demandant à Lucas de partir. Dépassé, il quitta les lieux, sous les regards désapprobateurs de ceux qu'il considérait autrefois comme ses alliés. Ce soir-là, Julien monta sur scène pour la première fois de sa vie, non pas pour jouer au football, mais pour parler. « Merci à vous tous », dit-il, la voix tremblante. « Merci à ceux qui m'ont soutenu, à ceux qui ont changé d'avis, et même à ceux qui doutent encore. On peut tous apprendre à être meilleurs. » La foule applaudit, et Julien, pour la première fois, se sentit chez lui à Saint-Éloi. Le club de diversité fut officiellement créé, avec Amélie comme présidente et Julien comme vice-président. Ils promirent de continuer leur combat, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui viendraient après. Julien savait que la route serait encore longue, mais il avait trouvé sa place, et avec elle, une famille qu'il acceptait pour qui il était. L'année scolaire touchait à sa fin, et Saint-Éloi semblait transformé. Les cerisiers en fleurs, les rues paisibles, et même le lycée portaient une nouvelle énergie, celle d'un changement fragile mais réel. Julien, désormais accepté par une grande partie de ses camarades, marchait avec une assurance qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le dernier match de la saison fut un triomphe. Sous un soleil éclatant, Julien mena son équipe à une victoire écrasante, marquant 2 buts et offrant une passe décisive. Les gradins, autrefois hostiles, résonnaient d'acclamations. Monsieur Garnier, en bord de terrain,
lui adressa un rare sourire. « T'es un champion, gamin », dit-il simplement. Après le match, Julien et ses amis se retrouvèrent dans leur hangar, devenu un symbole de leur résilience. Amélie, toujours aussi flamboyante, leva un verre de jus de pomme pétillant. « À nous », dit-elle, « à ceux qui se battent, à ceux qui aiment, à ceux qui ne baissent jamais les bras. » Ils trinquèrent, riant et pleurant à la fois, unis par un lien indéfectible. Lucas, bien que marginalisé, n'avait pas totalement disparu. Il fut vu à la périphérie de la ville, mais son influence s'était évanouie. Les élèves qui l'avaient suivi par peur ou par habitude s'étaient tournés vers d'autres leaders, comme Julien et Amélie, qui incarnaient l'espoir et le courage. Le club de diversité, désormais officiel, lança ses premières initiatives. Des ateliers, des discussions et même un partenariat avec une association locale pour les droits LGBT. Julien, qui avait craint de ne jamais trouver sa place, devint une voix pour les autres. Il reçut des messages d'élèves plus jeunes qui lui confiaient leurs peurs et leurs espoirs. « Tu m'as donné le courage d'être moi », écrivit l'un d'eux, et Julien, ému, garda ce mot précieusement. Un soir, alors que l'été enveloppait Saint-Éloi de sa chaleur douce, Julien et Amélie se promenèrent le long de la rivière. « Tu te rends compte de ce qu'on a accompli ?» demanda Amélie, un sourire aux lèvres. Julien hocha la tête. « On a changé des choses. Pas tout, mais assez pour que ça compte. » Il pensa à son arrivée, à la peur qui l'étreignait, aux insultes qui le blessaient. Il pensa aux amis qu'il avait trouvés, à la force qu'il avait découverte en lui. Sur le terrain, il avait prouvé qu'il était imbattable, mais en dehors, avec Amélie, Théo, Clara, Malik et les autres, il avait prouvé quelque chose de plus grand, que l'amour, sous toutes ses formes, pouvait triompher. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'orange, Julien prit la main d'Amélie. « Merci d'avoir cru en moi », murmura-t-il. Elle serra sa main en retour. « Toujours. » Et ainsi, dans une petite ville française, un garçon qui avait été brutalement harcelé pour être gay trouva sa place, non seulement sur le terrain, mais dans le cœur de ceux qui avaient appris à le voir pour ce qu'il était, un être humain, imparfait, courageux et digne d'amour.